Allô. Comme ça, c'est mieux. Chers étudiants et étudiantes, que je connais pratiquement tous un par un maintenant, et c'est un grand bonheur, nous sommes ravis de vous avoir ce soir à l'école pour des heures supplémentaires formidables. On va les intituler comme ça bientôt. Vous êtes en pleine révision en plus, donc on sait que vous faites un effort pour... voilà. Mais je vous assure que ce sera gagnant-gagnant pour vos examens. Alors, on a aujourd'hui l'honneur d'avoir avec nous Maître Hervé Themy. Pour moi, c'est effectivement très émouvant, parce qu'en matière pénale, je n'ai eu qu'un seul maître, au sens propre, et c'est Hervé Themy. Voilà. Donc, je ne voudrais pas du tout alourdir par mon propos, c'est lui que vous êtes venu écouter, mais là, vous avez, en la matière pénale, ce qui existe de mieux, parce qu'il y a le respect de la loi, voilà, il y a un cadre. Moi, j'ai appris avec vous le cadre. Il y a le respect de la loi, le respect des magistrats, le respect du client et le respect de soi-même. Et il y avait un peu d'idée, là, je trouve, pour l'impro. Oui. Et au milieu, bah, si on a un tout petit peu de talent, ça aide. Mais déjà, avec ce cadre, j'ai été armée dans cette profession et je vous en remercie, cher Hervé. Alors, le hasard de la vie ou pas a fait que, après avoir quitté la profession d'avocat avec bonheur, hein, je n'ai rien à y regretter, j'ai été approchée par Amandine, qui savait que je cherchais un peu de travail, voilà, qui m'a confié quelques cours, puis un peu plus de cours, et encore un peu plus de cours. Et ce qui est amusant, c'est que je l'ignorais au début, mais Hervé Themy, mon ancien patron, a été, dès le début de l'existence de cette école, son parrain, le parrain de cette école. Et je crois pouvoir dire que c'était évidemment un très bon choix, mais c'était un choix, je le dis sans aucune, tu le prendras pas du tout mal, Amandine, c'est une réalité, c'est une école qui était minuscule au départ. Et vous avez engagé votre nom, votre réputation, voilà. Oui, oui, je pense que tu es d'accord avec moi, Amandine. Bien sûr. Et aujourd'hui, on voulait vous rendre hommage de ça, parce que l'école a beaucoup grandi. Amandine clôturera la conférence, elle le dira sans doute beaucoup mieux que moi, ou elle n'osera pas le dire, c'est pour ça que je me permets. L'idée aujourd'hui, c'était aussi de vous dire merci. Et voilà, ils sont là, ils ne sont pas tous là. Il y en a à peu près 600 qui sont derrière l'écran, parce qu'il y a à peu près 600 étudiants e-learners dans cette école, de par le monde. Il y en a qui vous regarderont du Brésil, du Maroc, de New York. On en a dans le monde entier grâce à la technologie. Donc vous allez être très regardés, vous êtes très attendus. Tout ça n'est que du bonheur pour nous. Je vous laisse la parole, Hervé. Merci par avance. Bah écoutez, c'est moi qui vous remercie beaucoup, Martine, et je vous remercie, Amandine, mais on va essayer d'éviter ces remerciements incessants. Je suis très heureux d'être là, vraiment très heureux d'être parmi vous. Je vois des visages très jeunes, c'est ce qui est le plus sympathique pour moi aujourd'hui, c'est d'essayer de rencontrer un maximum d'avocats, enfin, là vous l'êtes, non, je me suis déjà trompé. En tout cas de gens intéressés par la profession d'avocat, puis de leur parler. Alors Martine m'a dit que, si c'est le cas, j'y suis très sensible. Pour la plupart d'entre vous, vous deviez me connaître un petit peu, parce que vous avez dû googliser mon nom ou entendre parler dans des affaires, peut-être de moi, qui fait partie des avocats dont parfois on parle. Donc je pourrais évidemment vous parler du métier, de mon parcours, etc. Je vais le faire très rapidement. Mais je crois, et il faut essayer d'être aussi peu timide que possible, moi à votre place je l'aurais été, hein, je ne le cache pas, à votre âge, il faut essayer de profiter de ma présence, ce que je dis est prétentieux, pour échanger avec moi. Il faut me poser des questions, il faut me poser absolument toutes les questions, même celles qui peuvent vous paraître les plus saugrenues ou les plus banales. C'est ça, je crois, qui est intéressant. Et en tout cas, moi, c'est ça ce que j'aime faire, c'est... Je dois dire que j'ai beaucoup de chance, parce que même dans mon entourage personnel, je vois des jeunes gens, des jeunes filles qui ont envie de devenir avocats. Moi, ce que j'aime, c'est de partager ce que je sais de ce métier, parce que ce que disait Martine est tout à fait juste, et je lui suis très reconnaissant de ce qu'elle a bien voulu dire. Ce métier d'avocat, c'est essentiellement un métier de culture, et c'est donc un métier de transmission. C'est un métier de lignée. Et ce qui est intéressant quand on a affaire à des avocats qui ont un parcours parfois assez long, c'est de pouvoir essayer de communiquer avec eux pour avoir des réponses aux questions qu'on se pose. Étant entendu que l'un des charmes extraordinaires de ce métier, je ne pense pas que vous me démentirez,
c'est que de toutes les manières, plus on vieillit et moins on en sait, plus il vous surprend et plus il vous passionne, mais plus il vous inquiète. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Ce que je peux vous dire, et je crois que le seul... D'ailleurs, la raison pour laquelle, quand Amandine Sarfati m'avait proposé d'être le parrain de cette école que je ne connaissais pas, et je dois vous avouer qu'aujourd'hui, je suis même perdu dans les masters. Je ne connais plus rien à l'enseignement du droit, qui a beaucoup changé depuis mon époque. J'ai pas hésité, parce que je trouvais que votre initiative était excellente. Vous avez écrit d'ailleurs un livre formidable. Et vous aviez eu la gentillesse de me faire la préface. Je me souviens, et là, vous m'avez demandé de... Évidemment, j'ai pas hésité, parce que je trouve que c'est ça qui est merveilleux, c'est d'avoir des idées pareilles, et puis de s'adresser aux plus jeunes d'entre nous en leur donnant la chance de pouvoir apprendre, et si possible, progresser, pour arriver à exercer un métier qui vous passionne. Bon, alors la légitimité que j'ai, parce qu'il faut quand même s'en trouver une, si j'en ai une, c'est que j'ai eu une vraie vocation pour ce métier, très jeune. Et si vous voulez, bon, je ne vais pas vous dire que la plupart des gens réécrivent leur histoire, mais beaucoup, quand ils accèdent à une certaine notoriété, je ne dis pas que c'est mon cas, souvent, ils ont tendance à réécrire leur histoire et à en faire quelque chose d'un peu enjolivé. Dans mon cas, c'est absolument pas ça. C'est la stricte vérité et j'ai pas... je dis ça, je me moque un peu d'Éric Dupond-Moretti, que j'adore, parce que lui, par exemple, il a dit, enfin, à partir d'un certain temps, à un certain moment, il a dit que c'était en entendant le verdict dans l'affaire Ranucci qu'il a eu la vocation du métier d'avocat. Bon, ce serait beau, c'est presque vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Moi, j'ai pas eu une espèce d'élément déclencheur comme ça, mais petit à petit, très jeune, j'ai voulu être avocat, et depuis l'âge de 13 ou 14 ans, j'ai rêvé d'être avocat. Et pour moi, c'était un véritable rêve. J'ai commencé à Versailles, pour vous donner une idée de l'état d'abrutissement dans lequel j'étais. Quand j'étais à Versailles, que j'ai commencé à prêter serment, j'ai eu une véritable, alors là, révélation. C'est comme si vous avez rêvé de rencontrer quelqu'un, un homme, une femme, que vous le rencontrez, vous en tombez éperdument amoureux ou amoureuse, mais que c'est beaucoup mieux que dans vos rêves les plus fous. Ça, les débuts du métier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'étais tellement passionné, parce que je rêvais tellement, peut-être un peu comme un Rastignac de banlieue, j'espère que non, mais enfin bon, je rêvais tellement d'être avocat à Paris, toutes les nuits, tous les soirs, tard. J'allais de Versailles à Paris en passant devant la conciergerie et je rentrais ensuite chez moi. C'était pas du tout le chemin, et je me disais, il faut jamais oublier d'où on vient. Un jour, je serai là. Et j'ai jamais oublié ça. Pour moi, le fait d'être avocat, c'est un privilège. Je croise encore des gens. Il n'y en a pas tant que ça, des plus vieux que moi. Mais en tout cas, je croisais quand j'étais jeune des gens et je me disais, des gens que j'admirais, que j'admire encore. Et je me disais, mais mon Dieu, c'est pas possible. Je fais le même métier qu'eux. Ou qu'elles. À l'époque, il y avait d'ailleurs très peu de femmes. Donc, si vous voulez, voilà, la légitimité que j'ai, c'est que j'ai vraiment, pour vous parler de moi, ce qui a un intérêt relativement limité, c'est que j'ai vraiment toujours rêvé d'être avocat, sans avoir d'avocat dans ma famille, en ayant plutôt des prédispositions dans les études qui m'auraient conduit davantage à faire des études scientifiques, à être une espèce de bête à concours, en sacrifiant, d'ailleurs pas en sacrifiant, en massacrant mes études, parce que personne n'a su me dire non. Et vraiment, je n'ai cessé d'aimer ce métier. Et ce qu'a dit Martine, j'espère en être digne. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce que vous avez indiqué, Martine, il y a une chose qui est merveilleuse chez les avocats, c'est que, et particulièrement chez les pénalistes, parce que c'est quand même une race très à part, hein. Je veux dire, les spécialités sont très différentes. Le métier d'avocat est aujourd'hui une espèce de conglomérat de gens qui exercent des métiers quand même extrêmement différents, avec une culture très différente et avec des pratiques très différentes. Mais chez les pénalistes, qui sont évidemment loin d'être parfaits, ni loin d'être des saints, il y a quand même quelque chose qui est tout à fait central, c'est le respect du métier. Le respect du métier, au-delà des respects dont vous avez parlé, et ce serait merveilleux de pouvoir être digne du respect de la déontologie, des magistrats, de la justice, des clients, mais c'est le respect du métier. Il y a une formule, moi comment j'ai appris mon métier, comme je n'ai pas eu de patron, c'est pour ça qu'il faut me poser des questions. C'est en me glissant dans des conversations pendant les délibérés de cour d'assises, en entendant parler les grands avocats de l'époque, qui ne me ou moins grands, mais qui ne me connaissaient pas,
et en recueillant des phrases à la volée. Et par exemple, il y a un avocat formidable que vous avez connu, Martine, sans doute pas vous parce que vous êtes trop jeune, mais qui s'appelait Jean-Louis Pelletier. C'était un avocat qui venait d'Aix-en-Provence, qui était un avocat pénaliste vraiment phare des années 80, et qui disait, reprenant une formule des avocats d'ailleurs du Midi, le meilleur d'entre nous n'est pas à la hauteur du métier. Et c'est vrai. Et dites-vous une chose, puisque peut-être que certains ou certaines d'entre vous deviendront avocats ou avocates, je leur souhaite, c'est un métier, ça va vous paraître naïf et enfantin de dire ça, c'est un grand métier. La façon dont on l'exerce, elle est parfois critiquable, mais c'est un grand métier. C'est un très grand métier. Moi, j'ai encore une vision enfantine du métier. Je dis à mes collaborateurs, ça, c'est un grand métier. Je leur dis pas comment plaider, mais je leur dis de regarder dans le ciel, d'avoir des rêves, d'être à la hauteur du métier. Vous vous rendez compte, c'est beau de défendre quelqu'un. Dit comme ça peut paraître stupide, c'est beau de défendre quelqu'un. On peut tous imaginer qu'un jour ou l'autre, on pourrait avoir besoin d'être défendu. C'est quand même extraordinaire de défendre quelqu'un. Et les qualités d'un avocat, au-delà des qualités techniques, au-delà du talent, c'est d'abord ça, c'est d'aimer défendre les gens. Si vous êtes dans une discussion et si vous avez systématiquement la mentalité qui consiste à ne pas hurler avec les loups, à avoir envie de défendre ce dont on dit du mal, à avoir envie de prendre des positions contradictoires avec les positions majoritaires, vous avez probablement de la graine d'avocat en vous. Si au contraire, vous faites partie de ceux qui sont des gens résignés, qui hurlent avec les loups, qui aiment le troupeau, faites autre chose. Bref, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est profondément ce que je pense. Alors, c'est un métier donc merveilleux. Mon parcours n'a pas un intérêt phénoménal, mais ce que je peux vous dire, puisque je suis aujourd'hui devant vous, devant des gens qui peut-être aspirent à le faire, c'est que la chose dont je suis le plus fier, depuis l'époque où Martine travaillait avec moi, les temps ont évolué et j'ai fait un peu de chemin. Et ce dont je suis content, Martine, ce dont je suis assez heureux, il ne faut pas être sourd pour être avocat, ça, je vous préviens. Donc, Qu'est-ce qui se passe? non, mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Non, ce qui a changé, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, je suis à la tête d'un cabinet assez structuré, avec, pour une équipe pénale, beaucoup de monde. On est aujourd'hui 25 avocats, ce qui est très peu par rapport au gros cabinet d'affaires. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Il faut pas être répressif. On peut pas. Non. Franchement, c'est inexcusable, mais il faut vous défendre. Non, je plaisante. Non. Mais c'est pas, il n'y a rien de moins grave au monde. On rêve d'avoir des problèmes comme celui-là. Hein. Je vous assure que... Mais vous plaisantez, Non. Alors, donc, je vous dis, moi, aujourd'hui, on est aujourd'hui nombreux pour un cabinet d'avocats. On est 25 pour un cabinet de pénalistes. Je crois que la deuxième équipe est à peu près à 10 ou 12. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, je pense avoir les meilleurs jeunes. Et ce que je fais, moi, le métier d'avocat, ce n'est pas un métier d'entrepreneur, véritablement. Mais l'investissement qu'on fait, c'est un investissement en hommes et en femmes. Et moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'essaye, comme j'ai la chance d'avoir beaucoup de demandes, beaucoup de demandes, et de gens qui font souvent partie des meilleurs, eh bien, je prends des gens dont on n'a objectivement pas toujours besoin au départ. Je recrute les meilleurs talents. Et je suis à l'écoute de ça. Par exemple, là, on vient d'engager le 1er juin 2 avocats, une jeune femme et un garçon, que je connais un peu, en qui je crois beaucoup, que j'avais observé. Et je leur ai dit, bon, alors j'ai les moyens de le faire, hein, je ne suis pas du tout... si je ne savais pas, je ne le ferais pas. Mais je leur ai dit, écoutez, voilà, on vous choisit, vous venez. On n'a rien à faire au début, on va attendre parce qu'on ne dessaisit jamais les collaborateurs et les dossiers qui sont en cours. Mais les premiers dossiers nouveaux seront pour vous. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de transmettre. Et je crois que j'y arrive. Et c'est en plus mon intérêt. Hein. Ça m'intéresse parce que ça me passionne, mais c'est aussi l'intérêt de mon cabinet de recruter les meilleurs talents. Donc, et ce que j'aime, c'est essayer de transmettre le goût de ce métier à des gens comme vous. Comme me l'ont transmis, volontairement ou involontairement, les gens que j'ai admirés, que ce soit
de Badinter à Émile Polac, en passant par Henri Leclerc ou quelques autres, tant d'autres d'ailleurs. Donc voilà, c'est une introduction qui n'appelle pas forcément des questions pour vous, donc c'est pas facile, mais essayez de me demander ce que vous avez envie de savoir sur le métier. Les choses les plus importantes, les plus banales, les plus croustillantes, je sais pas, même des ragots, des trucs, n'importe quoi. Allez, c'est parti pour la salle, on a un micro. Ou pas d'ailleurs, c'est calme, vous pouvez vous exprimer sans micro. Allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez me croire, il est très simple. On a une question ici. Allez. Je veux savoir quelle est la chose que vous avez faite en tant qu'avocat et qui vous a le plus coûté. Qu'est-ce qui a été le plus difficile en tant qu'avocat? Alors, il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a énormément de choses qui ont été compliquées. Qui ont été difficiles et qui ont été des échecs. Ça, il y en a. Je vous dirais le contraire, je vous mentirais. Mais sur un plan humain et moral, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont coûté. Il y en a une qui me vient spontanément à l'esprit néanmoins. J'en ai parlé d'ailleurs dans... Enfin, j'écris que 2 livres, mais dans un livre. J'avais, et elle est toujours avec moi, j'avais à l'époque comme collaboratrice une avocate qui s'appelle Corinne Dreyfus-Schmidt. Et elle est avec moi depuis 30 ans, elle est associée aujourd'hui, et elle défendait une femme dans une affaire absolument abominable, qui était une affaire de mauvais traitement à enfants, où une petite fille avait été torturée, mais vraiment torturée par son père, entre l'âge de, enfin pratiquement depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Dans mon souvenir, elle était morte des suites de ses blessures et de ses mauvais coups à l'âge de 7 ou 8 ans. Et Corinne défendait la mère. Elle était un peu paniquée, en tout cas très inquiète du procès à venir, et elle m'a demandé si je pouvais pas... elle m'a demandé de l'épauler dans ce procès. C'est vieux, mais ça m'a vraiment beaucoup marqué. C'était à la cour d'assises de Nanterre. Alors, il se trouve qu'il y a une règle de procédure, je ne suis pas là pour ça, je crois, mais il y a une règle de procédure qui fait qu'à la cour d'assises, on ne juge que les crimes. Et là, évidemment, ces coups mortels par ascendant étaient évidemment des faits criminels. Mais la particularité, vous allez voir pourquoi ça m'a coûté, parce que j'y viens, c'est que la mère, elle était poursuivie pour un délit. Elle n'était pas poursuivie pour complicité, mais elle était poursuivie pour complicité des faits commis par son mari, ce qui aurait pu avoir franchement une certaine logique, mais elle était poursuivie pour non-assistance à personne en danger, qui est un délit, et un délit évidemment connexe. Donc la cour d'assises, elle jugeait à la fois le crime commis, reproché au père, et le délit connexe reproché à la mère. Mais en réalité, ce délit est un délit pour lequel elle encourait une peine maximale de 5 ans de prison. Elle était d'ailleurs encore incarcérée après une longue détention provisoire au moment de son procès. Tant et si bien que même si elle était condamnée à la peine maximale, on était quasiment certain qu'avec le jeu des remises de peine, elle sortirait soit très rapidement si elle avait une libération conditionnelle, ce qui était peu probable, soit assez rapidement, même si elle était condamnée à 5 ans. Et entre nous, l'hypothèse qu'elle puisse prendre une peine, qu'elle puisse être condamnée à une peine inférieure à 5 ans était quasiment nulle. Alors pourquoi ça a été compliqué pour moi? Parce que je pense que c'est une des personnes que j'ai le plus mal défendue de ma vie. Parce que j'étais ce qui m'est, je crois, jamais arrivé. J'étais pratiquement dans la peau d'un procureur. C'est-à-dire qu'au fond, je devais défendre cette femme et moi-même, je considérais, c'est honteux ce que je vous dis, hein. Là, si c'est une masterclass, là il y a de quoi me faire redoubler, voire même, je considérais presque au fond de moi qu'il était tout à fait anormal, voire injuste, même si c'était à son avantage, qu'elle ne risque que 5 ans de prison et qu'elle soit poursuivie pour des faits de non-assistance à personne en danger. Tant et si bien que je m'en suis même pas rendu compte, je vous dis ça maintenant, mais j'en étais pas conscient à l'époque. Mais il paraît que j'ai vraiment été, catastrophique. Et près, bon. Et pourquoi c'était compliqué pour moi? Alors, parce qu'en fait,
là aussi, je vous donne une phrase que j'ai entendue d'Henri Leclerc, qui est un avocat que vous devez évidemment connaître, qui est un immense avocat et surtout qui, sur un plan humain, est quelqu'un d'une sensibilité et d'une profondeur vraiment rare et d'une intégrité extrêmement rare. Mais je me rappelle, à mes débuts aussi, j'avais entendu dire, mais finalement, on ne défend jamais que soi-même. C'est pas complètement faux. En tout cas, vous ne pouvez pas imaginer la part personnelle qu'il y a dans ce métier. On a un petit côté schizophrène, enfin, parce qu'évidemment, c'est très difficile de ne pas chercher la vérité. C'est très difficile de ne pas juger. Or, pourtant, quand on est avocat, il ne faut pas juger. Vous pouvez être intéressé par la vérité, mais votre rôle n'est pas de la rechercher. Mais néanmoins, si vous pensez qu'en mettant une robe, on devient un autre que soi-même, évidemment, vous vous trompez. Il n'y a pas du tout d'artifice, en tout cas, chez les vrais et bons avocats. Et moi, si vous voulez, je peux tout comprendre. Et vraiment, je dois d'ailleurs dire, j'ai commencé extrêmement jeune. J'étais probablement, comme on peut l'être, très jeune, un peu plein de certitudes. Je croyais détenir des vérités sur tout. Je pensais que, non, mais jamais de la vie, tu plaisantes, tu parles. J'ai très très vite compris, ça c'est un des charmes extraordinaires de ce métier. C'est une expérience de la vie extraordinaire. J'ai très très vite compris que n'importe qui pouvait faire à peu près n'importe quoi, en tout cas au moins une fois dans sa vie, c'est sûr. Et croyez-moi d'ailleurs, moi je suis devenu d'ailleurs dans la vie privée, j'ai même une quasi-incapacité à juger, c'est presque un défaut grave, hein, parce qu'il y a quand même tous les comportements ne se valent pas, les gens non plus, etc. Mais si vous voulez, moi, voilà, j'ai eu la chance incommensurable d'être adoré par ma mère, et ma grand-mère d'ailleurs. Pour moi, la violence physique sur des enfants, c'est au fond un tabou, mais infranchissable. Et je dois dire que là, j'ai atteint mes limites. J'ai été incapable de défendre utilement quelqu'un qui était dans cette position. Parce que dans mon esprit, j'aurais pu la défendre si elle avait risqué, comme son mari, la perpétuité. Mais si vous voulez, dans mon esprit, qu'une mère, qui en fait savait mais n'a rien fait, ne soit poursuivie que pour ses faits. Et en plus, elle avait un comportement qui n'était pas vraiment fait pour me plaire, mais ça, c'est encore autre chose. Mais si, vous voyez, j'ai pas su dépasser. Ça a été terriblement compliqué. J'en ai d'ailleurs, parce que c'est assez vieux, j'en ai pas été conscient sur le moment, j'en ai été conscient après. J'ai essayé, je dis pas que j'ai réussi, mais j'ai essayé d'en tirer les leçons. Parce qu'évidemment, il faut être capable de se dépasser. Et là, j'ai été un très mauvais avocat, mais je pense vraiment, alors, on n'entend pas souvent ces choses-là, mais je pense vraiment, vous savez, être un avocat pour une défense, c'est comme un casting. C'est-à-dire qu'il y a des avocats, des avocates qui sont faits pour tel type d'affaires et pas tel autre. Des avocats qui sont faits pour telle affaire et pas telle autre. Qui sont faits pour telle personne à défendre et pas telle autre. Voilà, moi par exemple, j'ai toujours été, alors je ne sais pas si c'est un défaut, je n'ai jamais été capable, par exemple, de pousser un interrogatoire dur contre un enfant qui était victime d'abus quelconque. Impossible. J'ai jamais été capable, dans une affaire de violence sexuelle, de mettre en cause suffisamment, parfois, parce qu'il y a des fois des cas rares où il faudrait le faire, une partie civile ou une plaignante. Je ne sais pas faire ça. Ce qu'a fait Dupond-Moretti dans l'affaire d'Outreau, chapeau, j'aurais été incapable de le faire. Je ne sais pas le faire. Vous voyez, c'est vraiment... vous êtes à la barre, enfin vous savez ça, mais vous avez une robe, mais vous êtes nu. Vous êtes vous. Vous pouvez pas... voilà. Alors par contre, vous découvrez parfois des ressources insoupçonnées de vous-même. Hein. C'est un métier qui vous révèle et qui probablement vous grandit, ou qui vous permet de donner des choses que vous n'imaginez pas être capable de faire. Mais en revanche, sur un plan humain, moral, parce que sensible, voilà. J'essaye de faire des réponses longues si jamais il n'y a pas beaucoup de questions. Bonsoir. Au cours de votre carrière, est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser de défendre quelqu'un qui sollicitait votre représentation parce qu'il y a des avocats qui refusent, et si c'est le cas, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce que ça peut arriver? Écoutez, d'abord, je ne considère pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Chacun fait comme ça. Ça m'est arrivé. Alors maintenant, pour être franc, maintenant ça m'arrive
souvent, mais pour des raisons qui sont des raisons qui n'ont rien à voir avec la nature de l'affaire. Mais sachez, je pense que vous pourriez en... Moi, j'ai beaucoup de gens qui me demandent, qui me disent, mais comment tu choisis tes affaires, etc. Croyez-moi, je vais répondre à votre question, croyez-moi, un avocat, il est toujours content qu'on le sollicite. Et avant qu'arrive le moment où vous triez, je parle du pénal, hein, dans votre clientèle, croyez-moi, il en faut du temps. Hein. Et la plupart des avocats, ils sont plutôt à la recherche de clients à défendre que l'inverse. Et parfois, les gens qui ne connaissent pas le métier s'imaginent des choses qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Alors, pour en revenir directement à votre question, j'ai refusé une fois de défendre quelqu'un, mais c'était dans une affaire qui avait d'ailleurs assez défrayé la chronique, une affaire de violence commise par un instituteur à l'école, parce que la victime était un enfant juif, et j'étais choisi manifestement parce que je l'étais moi-même. Et j'ai pas voulu du tout être manipulé, manipuler le terme est peut-être un peu fort, mais instrumentalisé dans cette situation. Par ailleurs, pour être tout à fait franc, j'ai aussi mis un veto, alors là pour des raisons qui sont un peu différentes, j'ai mis un veto au fait qu'un avocat ou une avocate de mon cabinet, je ne dirais pas qui, défende Salah Abdeslam. J'ai pas voulu qu'on le fasse, c'est pas à ma gloire. J'ai pas voulu qu'on le fasse pour des raisons nombreuses et variées, parce que je sais ce que ça signifie aussi de désagrément. Et d'ailleurs, je voulais vous dire à cet égard que l'avocate, enfin ils sont deux je crois, hein, mais l'avocate qui le défend, qui est une avocate absolument formidable, jeune avocate qui s'appelle Olivia Ronen, une avocate formidable que je soutiens, que j'ai soutenue, enfin elle n'a pas besoin de moi, mais je n'ai cessé de soutenir, et je trouve qu'elle a eu bien sûr raison d'accepter, etc. Là j'ai vu il paraît qu'elle était sur un plateau dans le Quotidien, où d'ailleurs paraît-il, était extrêmement bien, mais elle a dit qu'elle n'avait pas hésité longtemps parce qu'elle l'avait rencontré, que c'était quelqu'un de très humain. Je pense pas que ça lui ait échappé. Non, je pense pas que ça lui ait échappé. En tout cas, vous imaginez comme elle s'est fait vilipender. Vous n'imaginez pas, d'une manière qui n'est pas forcément extrêmement dangereuse, enfin je l'espère, vous n'imaginez pas derrière certaines défenses le lot de menaces, d'insultes, de mails, etc., qu'on peut recevoir, etc. Moi-même, moi-même en personne, non, je plaisante, j'ai une secrétaire formidable, une assistante formidable qui m'adore et qui me cache tout ça. Un jour, je l'ai découvert parce que on avait des inscriptions sur la porte, et puis c'était pendant que j'étais pas là. J'avais été stupéfait que, en mon absence, on fasse pas enlever sur la porte cochère. Et là, elle m'a dit, et comme par hasard, alors vraiment, moi, je suis on ne peut moins paranoïaque sur le sujet, et pas particulièrement. Et la plupart, d'ailleurs, des insultes que moi, je reçois, ce sont quasiment toutes des insultes antisémites. Pratiquement toutes. Presque toujours en relation avec l'argent, presque toujours... Bon, bref, peu importe. En tout cas, j'ai pas voulu que mon cabinet s'engage dans la défense de Salah Ben Abdeslam. Il ne nous l'a pas demandé directement, hein, mais un de ses avocats voulait le faire. Voilà. D'autres questions? Allez-y. Pas trop. Non. Non, je plaisante. Mademoiselle. Ah oui, pardon. Donc j'ai deux questions. Une question d'ordre un peu pratique. Je voulais savoir comment vous faites, si vous avez dit que vous avez toujours travaillé seul, pas dans votre propre cabinet. Vous n'êtes pas, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Parce que j'ai l'impression que c'est assez compliqué de trouver ses clients. Et c'est à ce niveau-là que je veux... Alors, il y a là quand même en ce moment, en tout cas, ce que je vois, il y a une recrudescence, je trouve, de jeunes avocats et avocates qui ouvrent leur cabinet, mais c'est beaucoup plus difficile qu'à mon époque. À mon époque, je vais vous expliquer, c'était ce qui s'est passé. J'ai donc, moi, prêté serment en 1979, autant vous dire que ce n'était pas hier. J'avais 21 ans, j'étais doué pour les études, bon, pardon de le dire, et comme j'avais effectivement, je m'étais contenté de faire du droit alors que j'étais inscrit dans une préparation scientifique, puis j'ai fait du droit, j'ai voulu me racheter un peu une conduite et je me suis inscrit à Sciences Po, enfin il y avait une procédure d'admission, je me suis inscrit à Sciences Po
Comme j'aime les chiffres, je fais de l'expertise comptable, je ne sais même pas encore pour... Je me demande toujours pourquoi. Et puis j'ai prêté serment en janvier. Alors je ne sais pas ce qui est devenu exactement Sciences Po aujourd'hui. Moi j'ai beaucoup d'avocats qui viennent de Sciences Po, mais à mon époque, pour moi en tout cas, qui rêvait d'être avocat et qui ai commencé tout de suite à croquer dans la pomme, parce que j'ai plaidé tout de suite, dès janvier. Oh là là, quand je retournais à Sciences Po, je ne pouvais pas les supporter. Mais vraiment, ah non mais je ne pouvais pas les supporter. Ah non mais je ne pouvais pas les supporter, mais en peinture, ça me rendait hystérique, donc j'ai même pas passé l'examen, ce qui est absolument honteux, surtout qu'à l'époque, c'était plus difficile d'y rentrer que d'en sortir. Et puis j'ai arrêté évidemment l'expertise comptable où je me demandais ce que je faisais, parce que j'étais très très loin d'imaginer une seconde à cette époque, et personne ne l'imaginait d'ailleurs qu'il y aurait cette espèce de grande niche d'ailleurs du pénal financier qui s'ouvrait à nous. Alors, pour répondre à votre question, donc moi je prête serment dans un petit barreau à Versailles, et je vais vous dire pourquoi je prêtais serment à Versailles, parce qu'aujourd'hui, ça paraît d'abord le mail. Moi d'ailleurs, j'aime pas tellement recevoir de cette nature-là, mais le mail simplifie les rapports. Mais donc moi, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, même parfois directement, des mails pour me demander s'il n'y a pas une place à mon cabinet. À l'époque, moi, je ne connaissais pas un avocat, ni à Paris, ni à Versailles. Donc, je ne voyais pas comment j'aurais pu trouver un stage, déjà, tout de suite. Hein. On ne prenait pas notre téléphone pour dire, voilà, j'aimerais trouver... On n'écrivait pas un courrier. Il y avait, à Paris, il y avait une bourse, la bourse de l'UGIA. C'était difficile de trouver ça. Et donc, on passait par les commissions d'office. Et pourquoi je me suis inscrit à Versailles ? Parce qu'à Paris, et c'est d'ailleurs pas une mauvaise chose, il n'y avait pas la formation qu'il y a aujourd'hui, etc. Mais en première année, les avocats n'avaient pas de commission d'office. Il fallait être en deuxième année. Or moi, j'avais beau être extrêmement jeune, j'étais inconscient de ma jeunesse, et j'avais envie de plaider tout de suite. Donc je voulais avoir des commissions d'office tout de suite. Or j'habitais Versailles, je me suis inscrit à Versailles, j'ai trouvé un type formidable, un ancien bâtonnier, qui a accepté de me faire un contrat de collaboration complètement bidon au dossier. Donc j'ai pu avoir une domiciliation, enfin non, un contrat de collaboration, et je me suis domicilié chez moi. Et j'ai commencé les commissions d'office, mais dans mon esprit, si vous voulez, ayant 21 ans, je suis pas un gosse de riche, mais je suis un gosse de ruiné, ce qui n'est pas pareil, ce qui est quand même mieux que d'être... J'étais pas du tout défavorisé, hein. Moi j'ai beaucoup moins de mérite que beaucoup, je n'ai pas de mérite particulier. Donc étant dans la position d'un jeune garçon qui devait continuer ses études, j'avais pas de pression particulière, si vous voulez, et je me suis inscrit. Ce barreau était à l'époque formidable. Vous voyez, bon, Versailles, c'est une ville dont je pense le pire mal, mais aussi j'y ai été extrêmement heureux. Il y avait à l'époque notamment un avocat qui s'appelait Jean-Yves Liénard, qui était formidable. Il y avait un ancien bâtonnier qui est probablement un des plus grands bâtonniers qu'on ait vu, qui s'appelait André Damien. Et il y avait une ambiance extraordinaire. Et Damien, il y a un bouquin de déontologie qui est encore aujourd'hui, qui est le Damien. Moi, ils m'ont vu arriver. Ça peut vous paraître difficile à imaginer, mais je faisais peut-être un peu plus vieux que mon âge, j'avais des cheveux partout. Au café du camp, on m'appelait Julien Clerc. Vous voyez la ressemblance, parce que j'avais en tout cas la même coupe. J'avais une passion tellement dévorante pour le métier que tous les gens me donnaient des trucs à faire, des vacations, gratuitement évidemment. Et à l'époque, les commissions d'office étaient gratuites. Donc on n'était pas rémunérés. Les commissions d'office étaient gratuites. Le barreau était prospère. Le barreau en général. Les avocats avaient une situation matérielle moyenne. Je ne parle pas de la situation supérieure qui s'est améliorée, mais une situation matérielle moyenne incomparable avec celle d'aujourd'hui. Il n'y avait pas d'état de précarité au barreau. À Versailles, c'était un barreau qui était franchement... Il n'y avait pas de problème. Donc, si vous vouliez avoir des commissions d'office, mais vous en aviez à plus savoir qu'en faire. Donc moi, j'étais commis d'office tous les jours et je plaidais tous les jours au barreau de Versailles. C'est pour ça que, croyez-moi, c'était pas simple, c'était pas évident d'aller rue Saint-Guillaume après de voir tous ces abrutis qui se prenaient pour des ministres. Il n'y en a pas un d'ailleurs qui est devenu, peut-être pas là, bon, mais peu importe. Et donc, comment on commence ? On commence en défendant des gens
pour lesquels on est commis d'office, qui parfois n'ont même pas votre nom, à qui vous donnez votre carte après que vous ayez plaidé en comparution immédiate. Et c'est le bouche à oreille des prisons. C'est comme ça. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, parce que c'est vrai, j'ai un carnet d'adresses, c'est vrai, sans doute phénoménal. Les gens imaginent que je suis quelqu'un de réseau, mais pas du tout. Je n'ai pas eu un déjeuner d'affaires, pas un dîner d'affaires, pas une monnaie. Mais c'est vrai que je connais la terre entière et que j'ai des amis qui sont parfois très connus. Mais je vous garantis, j'ai commencé, mais il n'y a que ma mère qui me connaissait. Je connaissais personne. Et non, mais et j'ai commencé avec le bouche à oreille des prisons du 78, enfin qui n'est pas un département défavorisé, voilà, des Yvelines, voilà, et c'est comme ça que ça marche. Alors moi en plus j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait la conférence du stage à Versailles, c'est quand même moins compliqué qu'à Paris. Je me moque de moi en disant qu'il y avait plus d'élus que de candidats, mais c'est presque ça. Bon, j'ai été premier secrétaire, donc j'ai fait un discours de rentrée, et j'ai eu des commissions d'office criminelles tout de suite. Vous savez peut-être pas, mais devant la cour d'assises, aujourd'hui, c'est pas tellement, ça crée pas tellement de dossiers, mais devant la cour d'assises, avant le procès, il y a ce qu'on appelle un interrogatoire d'identité de l'accusé. L'accusé va aller, maintenant c'est souvent en visioconférence, va voir le président ou la présidente de la cour d'assises. Et puis ça dure 5 minutes, et puis et à cette occasion, le président ou la présidente vérifie l'identité, demande qui est votre avocat. Et si vous n'avez pas d'avocat, la présidente de la cour d'assises, le président ou la présidente, à l'époque c'était une présidente extraordinaire de la cour d'assises, vous commet d'office un avocat parce que la présence d'un avocat est obligatoire aux assises. Et moi j'ai eu une chance folle, c'est que au-delà de, j'ai pas eu de patron, mais j'ai eu des gens que j'admirais, et il y avait une présidente de cour d'assises à l'époque à Versailles qui est morte prématurément, qui était une très très grande magistrate, que Badinter d'ailleurs a fait mettre à la présidence du tribunal de Paris quand il était garde des Sceaux, parce qu'à l'époque la nomination des juges du siège était différente de ce qu'elle est aujourd'hui, et dont j'étais devenu le chouchou. Et je comprenais pas, mais je comprends. Enfin, rétrospectivement, je comprends. Elle voit un type qui a 21 ans, 22 ans. Moi, je dormais là, je rêvais que de ça. Hein. J'étais complètement. Enfin, c'était un truc qui m'envahissait complètement. Bon, j'avais une telle envie, donc j'étais devenu son... Elle me commettait systématiquement. J'ai eu beaucoup d'affaires d'assises très jeunes. À 25 ans, je l'ai noté, j'ai arrêté de faire beaucoup d'assises. J'ai noté sur un carnet, mais comme un gamin noterait, voilà. À 25 ans, j'avais plaidé à peu près 50 fois aux assises, sans me rendre compte du tout que c'était une anomalie. Et pour être tout à fait franc, j'étais un avocat beaucoup plus intéressant à cette époque où, comme je vous le disais, personne ne me connaissait, que depuis qu'on a vaguement commencé à parler de moi, ou que j'ai pu écrire un bouquin ou je ne sais quoi. Et ça se fait comme ça, c'est le bouche à oreille des prisons. Mais c'est comme ça pour tout le monde. Et ce que je veux vous dire, parce que ça pour moi c'est extrêmement important, parce que je vois à mon cabinet, c'est vrai, j'ai une collaboratrice qui m'a fait cette remarque qui est tout à fait juste. On a tendance un peu, c'est vrai, j'ai tendance un peu à avoir les mêmes modèles de, c'est bien contre moi, de collaborateurs, c'est qu'on fait de très bonnes études, etc. Et d'ailleurs, il faut que ça change. Mais c'est un métier dans lequel, alors, je ne vous dis pas qu'il y a une égalité absolue. Je ne suis pas du tout en train de vous dire ça. Il n'y a pas une égalité absolue. Mais, en revanche, le mérite existe. Le mérite existe. Tout est possible pour tout le monde. Je ne connais pas un fils. J'ai un fils, hein, donc je n'ai rien contre les fils d'eux. Hein. Bon, non, mais... je veux dire, mais je ne connais pas un fils d'avocat qui ait fait une grande carrière. J'en connais pas. Ça peut m'échapper, mais j'en connais pas. Pardon ? Il y a l'exception, pardon-moi, je suis fils d'avocat et avocat. Mais vous n'avez pas encore fait une grande carrière. Vous la ferez, vous allez la faire. Enfin, ou alors, ça m'a échappé, mais... non, mais bien sûr, mais attendez, mais mon fils n'est pas avocat, j'aurais rêvé. Mais bien sûr, c'est pas du tout une incapacité, mais ce que je veux dire, c'est que, croyez-moi, je sais que c'est... encore une fois, il faut réduire les inégalités, mais tout est possible. Et vous vous faites connaître par le bouche-oreille. Parce que ce qui est merveilleux dans notre métier, c'est que, je parle du pénal, hein, le reste, non, effectivement, on parle des droits des affaires, etc. Là, il y a une inégalité très, très profonde. Mais dans notre métier, ce qui est merveilleux, c'est que tout se fait au grand jour. Donc, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, vous pouvez faire croire que, vous pouvez avoir tel... Voilà, nous, il y a un moment, il y a l'audience. Hein, c'est quand même, alors il y a des gens qui n'y croient pas, c'est vrai, mais oui, c'est tout. C'est donc,
Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, ça fait donc maintenant très longtemps que je fais ça fait 43 ans ou 44 ans. Mais en gros, ce que j'ai vu, alors il peut y avoir vous mettez la santé ou le physique ou mental à part. Donc à part des problèmes. Finalement, au pénal, ce qu'on voit avec le recul, c'est assez juste. Vous voyez, parce que vous m'avez présenté la dame à l'accueil, une avocate comme Jacqueline Lafont, par exemple, qui aujourd'hui perce considérablement, oui, et qui est formidable, mais nous, dans le métier, ça fait très longtemps qu'on sait ce qu'elle vaut, et ce qui lui arrive est d'une justice absolument totale. Je ne sais pas pourquoi je parle d'elle, mais tous... je parle d'elle parce que les femmes ont beaucoup manqué d'un modèle féminin. Il commence à y en avoir. Et aujourd'hui, les choses sont en train de complètement... Là, je vois, il y a une proportion de femmes extrêmement importante. Mais c'est bien. Et il y a une évolution très, très rapide qui est en train de se faire au barreau, là, en ce moment, notamment au pénal, enfin, qui est assez extraordinaire. Hein. Non, c'est très juste. Franchement, je vous dis, alors voilà, comment on fait sa clientèle, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut le faire ? C'est à Amandine qu'il faut poser la question. On a quand même un plus par rapport à l'époque, c'est les réseaux sociaux, les sites internet. Alors je sais que vous nous avez dit que vous n'aimiez pas trop les mails, etc. Mais en tout cas, moi personnellement, c'est vrai que c'était pas... J'ai fait aussi les commissions d'office, mais c'est pas ça qui m'a... J'ai fait beaucoup, enfin, il faut faire parler de soi sur les réseaux sociaux un petit peu. Et puis ensuite, effectivement, le bouche à oreille, si vous êtes bonne avocate... les gens viendront, mais c'est vrai que je trouve que aujourd'hui, avec un site internet, on a déjà une visibilité qu'on n'avait pas. Au contraire. Alors, si je peux compléter ta réponse, moi j'ai remarqué aussi, qu'il y a des très bons apporteurs d'affaires, c'est les autres avocats. Quand on a beaucoup de copains, j'avais beaucoup de copains avocats, filles, garçons, peu importe, et ils faisaient tout sauf du pénal, ils avaient le coup de fil envers moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais c'est sûr. Ça joue énormément. Donc voilà, vous êtes des gens entre vous, vous êtes déjà les futurs probablement amis et copains de bientôt. Eh bien moi j'ai trouvé que les avocats étaient de gros apporteurs d'affaires. Ah non mais évidemment, alors ça vous êtes totalement... Mais là, je vous parle du tout début. Du tout début c'est ça. Et après... Le début c'est le charbon. Et après, évidemment, d'ailleurs, vous savez, il y a une chose aussi qui est vraie. Mais c'est parce que quand on ne connaît pas le métier, on peut avoir du mal à imaginer ce qu'il est. Mais dans notre métier, ce n'est pas un vain mot. La vraie et la seule reconnaissance qui vaille, c'est la reconnaissance des pairs. Et alors moi, par exemple, si vous voulez, quand j'ai commencé un peu à changer de clientèle, c'est des avocats qui m'ont envoyé les clients et les affaires les plus intéressantes et les plus importantes. Ce sont des avocats. Presque toujours. Vous voyez, après... Mais c'est évident. Ce qu'il faut, c'est... il faut sentir si vous avez le feu sacré. Je parle du pénal. Hein. Si vous ne l'avez pas, il ne faut pas insister. Parce que c'est un métier qui est extrêmement lourd sur un plan psychologique. Voilà. Si vous êtes cynique, vous ne pouvez pas être un bon avocat. Et si vous n'êtes pas cynique, c'est un métier qui est dur psychologiquement. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont arrêté le pénal parce qu'ils ne supportent pas. Ils supportent pas. Vous voyez, par exemple, moi, en ce moment, j'ai une belle-fille qui a 18 ans. Alors, vous allez me dire, on est encore dans l'entre-soi. Qui fait un stage chez Jacqueline Lafont. C'est une jeune femme extraordinaire qui a vraiment toutes les... Je l'ai vu grandir, toutes les qualités d'un avocat, une intolérance totale à l'injustice, etc. C'est une sorte de MeToo aux puissance 3. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire un mot, vous êtes guillotiné. Et moi, croyez-moi, c'est pas du tout mon... Je suis tout à fait... je ne suis pas au cube, mais... Bon. Premier truc qu'elle voit, elle va assister à un procès de viol. Une affaire franchement pas terrible. L'accusé, on requiert 15 ans contre lui, il prend 20 ans. Elle est malade, elle a toujours pas récupéré. Elle a toujours pas récupéré, elle s'est mise dans la peau.
elle n'a pas récupéré de ce qui est arrivé à cet accusé. Alors que je lui aurais raconté l'affaire, moi. Je lui ai dit, voilà, tu vas aller assister à un procès, voilà ce qui s'est passé. Je leur ai dit, mais quel horrible mec, mais c'est pas possible. C'est très très dur. Vous ne pouvez pas savoir Parce que le vrai problème de conscience de l'avocat, peut-être que vous m'interrogerez là-dessus, c'est pas comment vous pouvez défendre un tel. C'est, si j'ose dire, l'ai-je bien défendu. Il faut paraphraser le truc. Mais attends, c'est quand vous avez défendu quelqu'un, le vrai sujet, c'est... Et quand ça se passe bien, alors vous pouvez avoir une certaine satisfaction, en tout cas un certain soulagement. On triomphe rarement. Hein. Il n'y a que les abrutis qui montrent les muscles après avoir gagné un procès. Mais bon, c'est vrai que c'est une joie courte mais forte, c'est un soulagement parfois grand. Mais quand vous perdez un truc qui était gagnable, est-ce que vous croyez que le problème que vous posez, c'est « Ah, mais est-ce que ce type-là méritait d'être défendu ?» Donc vous dites « Mais putain, mais c'est... Qu'est-ce que j'ai pas su faire? Qu'est-ce que j'ai pas réussi, etc. » Donc, vraiment, c'est un métier, ça, c'est pas du tout non plus, ça, c'est pas du tout quelque chose d'exagéré non plus. C'est un métier extrêmement prenant psychologiquement, très lourd psychologiquement. Et moi, qui suis très intéressé aussi, enfin, peut-être comme beaucoup de gens, par la médecine, etc., qui aurais pu imaginer peut-être un jour, c'était l'autre métier que j'aurais pu faire probablement. J'ai beaucoup d'amis, par exemple, qui sont cancérologues, enfin, quelques amis cancérologues, beaucoup d'amis qui sont des médecins, qui soignent des gens qui sont susceptibles de mourir des pathologies qu'ils ont. Ben, je crois même, après en avoir beaucoup discuté, etc., que sur un plan psychologique, c'est au moins aussi lourd que le métier de médecin, et je crois même plus lourd, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus aléatoire dans ce qui nous... Oui, la justice est une véritable loterie. Donc, ça j'ai dû l'écrire parce que je le pense et je l'ai compris, je vais vous raconter comment. Un avocat qui perd un procès et qui ne s'en sent pas responsable, il a beaucoup de chance, mais ses clients, beaucoup moins. C'est-à-dire que... donc, voilà, il faut vraiment avoir envie de le faire. Mais si vous avez envie de le faire, si vous avez le feu sacré, vous y arriverez. Vous y arriverez. Il n'y a pas une époque... Moi, mon idole, c'était Émile Pollack, qui était un avocat de l'après-guerre, la Deuxième Guerre. Bon, à son époque déjà, il écrivait, quand il avait prêté serment, à l'époque, il était à Marseille, le barreau était petit, on allait voir tous les anciens bâtonniers, il allait voir les anciens bâtonniers, il lui avait dit « Ah, vous voulez faire du pénal ?» Oh, ben, vous avez raison, c'est un métier merveilleux, mais c'est trop tard, c'est fini, il n'y a plus de place, etc. Et il avait écrit dans son bouquin quelque chose du genre « Mais vous savez, il y aura toujours de la place pour les jeunes hommes, les jeunes femmes qui ont envie d'aller prêter la voix pour des gens déshérités qui n'ont rien. C'est comme ça qu'on commence. C'est comme ça qu'on commence. Et vraiment, je pense que c'est un métier qui est ouvert à tous. Le pénal, ça paraît être un cercle très élitiste et très fermé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut briser le... Voilà. Votre deuxième question? On dit que la salle d'à côté est pleine également. Ah, génial. Donc s'ils ont des questions, on va les faire relayer par une chargée de scolarité. Je crois que c'était Angeline après qui voulait prendre la parole. Mademoiselle avait deux questions. Ah, il y a une autre question. Si je peux la poser. Ah mais bien sûr, vas-y. C'est une petite question, c'est par rapport à la plaidoirie en fait. Est-ce que vous trouvez que c'est plus de l'inné ou de l'acquis? Est-ce que vous trouvez que c'est ça qui fait un peu le feu sacré dont vous parlez tout à l'heure? C'est quoi pour vous en fait le feu sacré? Alors non, le feu sacré, c'est l'envie irrépressible de défendre les gens, de mettre tout ce que vous avez en vous quand vous défendez les gens. Alors après, la question que vous posez est extrêmement intéressante, enfin selon moi, parce que moi je pense que les qualités de caractère, donc ce que je disais le feu sacré, oui, les qualités de caractère sont peut-être encore plus importantes que le reste. Mais moi, je suis probablement minoritaire là-dessus. Hein. Sur la plaidoirie, je pense que la part de l'inné est plus grande que celle de l'acquis. À titre personnel, c'est ce que je pense. Et je n'aime pas du tout, il y a une mode extraordinaire. Je suis très très bon client hein, pour tout ce qui est truc d'éloquence, etc. Je suis client, mais j'aime pas du tout l'éloquence pour l'éloquence, etc. Je suis pas... Et je dois dire, je suis... Il y a eu un truc très intéressant, ce documentaire là, à voix haute, ouais, qui était extraordinaire. Mais ça, c'était fantastique, avec Stéphane de Freitas, etc. D'ailleurs, j'y ai participé ensuite. Mais
Après, tout ce qui s'est fait depuis sur l'éloquence, avec, c'est un copain à moi, hein, tous les bouquins de Bertrand Perrier, etc., je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, je suis très réservé. Il y a des trucs, il y a un enseignement, mais moi, je crois qu'il y a la part d'inné, pour moi, d'autant plus importante que selon moi, l'éloquence judiciaire, hein, efficace, c'est quelque chose qui doit être aussi naturel que possible. Alors parfois, pour être naturel, il faut beaucoup travailler. Dans notre métier, pas tellement. Je crois pas. Bonjour maître, merci beaucoup. Il y a Issa qui a, au fond, là. Tu voulais poser une question? Oui, mais mademoiselle, là, Oui. ça fait longtemps. Ah oui, pardon. Oui, oui. Du coup, alors. J'ai également 2 questions. Après. Deux Désolée. questions. Alors, vas-y, t'as deux Excusez-moi, oui, questions. Ça va monsieur venir, ça va après. venir. Vas-y, deuxième. J'avais juste une petite question. Donc la première concernant les limites que vous nous avez exposées au début de votre profession. J'ai l'impression que vous avez eu peut-être, vous me direz si je me trompe, mais peut-être des réticences sur certains dossiers concernant par exemple pour le viol ou pour le meurtre éventuellement, de Non. par vos convictions personnelles. Est-ce qu'il y a certaines convictions que vous avez laissées un petit peu de côté pour pouvoir exercer d'autres dossiers? Par exemple, c'est quelque chose que je suis pénaliste, c'est pour ça que je vous le dis. J'ai beaucoup d'amis non pénalistes qui me disent mais est-ce que tu pourrais défendre un meurtrier d'enfants? Et la question que je leur dis, moi, c'est pas l'acte qu'il a commis, c'est que même si mes convictions personnelles ne sont pas en rapport avec lui, pour moi, c'est une nécessité de le défendre au regard du droit qu'il mérite et non pas par rapport à ce qu'il a fait. Et du coup, c'est cette histoire un petit peu de limites personnelles qui peuvent entraver cette limite professionnelle. Est-ce que vous avez quelque chose comme ça? Non, je répondais à une question. Ce que j'ai eu à faire de plus difficile, oui, j'ai eu à faire de plus, parce que là, c'était vraiment quelque chose de très personnel. Non, je me suis jamais, alors j'ai absolument aucune limite par rapport à aucun type de fait, absolument pas. Non, pas du, je me suis jamais posé cette question. Non, grâce au ciel, je n'ai jamais, non, pas du tout. Et je vais vous dire d'ailleurs, plus les faits reprochés sont graves, plus la nécessité de la défense est importante, plus la présence de l'avocat coule de source, et plus souvent d'ailleurs le poids moral est faible, contrairement à ce qu'on imagine. Hein. Non, moi, si vous voulez, je vais vous dire, je pense que pour moi, le vrai sujet, j'ai toujours été comme ça, parce que je pense que j'aime la compétition dans mon métier. Pour moi, ce qui est vraiment compliqué et important, c'est l'enjeu. Moi, je fais une grande différence dans les... Parce que vous savez, vous allez défendre un assassin d'enfant qui reconnaît les faits. Depuis l'abolition de la peine de mort, il n'y a plus d'enjeu. Donc c'est quelque chose... Alors est-ce que c'est intéressant ou pas? C'est un autre sujet, je dirais ça dépend à quel âge. Parce que moi la défense de témoignage, j'en ai beaucoup fait. Ça n'est pas qu'une défense de témoignage, d'ailleurs c'est un peu réducteur. Mais ce qui est compliqué pour un avocat, c'est d'être dans un dossier où ça peut être 20 ans ou 0. Vous voyez, défendre un certain d'enfant qui de toute façon va prendre le maximum, franchement, c'est pas ça qui est le plus compliqué. Alors après, vous pouvez craindre la réprobation sociale, etc. Mais moi, ça m'a jamais fait peur du tout, au contraire. Pas du tout. Non, là, j'avais des limites personnelles sur un plan. J'ai perçu que psychologiquement, j'avais beaucoup de mal à me mettre dans la peau de quelqu'un qui avait commis ces faits-là, avec un risque pénal aussi faible, si vous voulez, parce que d'ailleurs, qui à l'époque était inexistant. Non, j'ai absolument pas ce point. Et si vous vous posez d'ailleurs cette question, si vous continuez à vous la poser en étant avocat, il faut changer de discipline. Hein. Non, je me la pose Non, pas. pas vous. Non, mais je n'ai pas vu que pas vous, puisque c'est vos amis qui vous posent la question. Oui, Non, mais c'est les une gens, question qui est assez vous ne récurrente, pouvez pas faire ce métier en vous posant cette question. Ah oui, non, Ça, et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, parce que je ne sais pas si c'est ce que je vous avais dit à l'époque, Martine, j'étais peut-être trop jeune, mais je vais vous dire, moi déjà, je vais vous dire, on peut être confronté quand on est avocat à des problèmes d'ordre déontologique, voire moral. Bon, alors moi, je veux vous dire, j'espère que je ne vais pas combattre votre cas. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire, voilà, vous ne faites pas quelque chose que vous estimez interdit. Même pour le plus gros client, même pour le plus gros enjeu, qu'il soit de quelque nature que ce soit. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je suis heureux de constater que tous les avocats, dès qu'ils commencent à exercer le métier, qui pouvaient se dire, mais est-ce que je me... Ça se fait très naturellement. Vous êtes très rarement confronté à ce genre de situation. Franchement, dans la pratique. Non, je ne me suis jamais posé ce problème.
Deuxième question, parce qu'il y a Et Saskia. la deuxième question, c'est de savoir, alors encore une fois, c'est des amis qui me posent la question, j'ai l'impression qu'il y a deux camps au niveau des pénalistes, ceux qui veulent savoir si leur client effectivement a commis l'acte en question et ceux qui ne souhaitent pas savoir, parce que de toute manière, pour eux, la défense ne changera pas. Est-ce que vous êtes plus partisan du fait de savoir ou de ne pas savoir, ou est-ce qu'il y a une différence en fonction des cas que vous traitez? Alors, alors là, franchement, c'est une question passionnante, mais là, pour le coup, il faudrait... c'est le rapport de l'avocat avec la vérité. Ça, c'est très compliqué. C'est passionnant. Alors, la réponse toute faite des pénalistes, c'est de dire la vérité ne m'intéresse pas. Français, pénaliste français. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce qui se passe dans les systèmes anglo-saxons, c'est radicalement différent. Attention, on mythifie les avocats. Moi, je les ai mythifiés. Si je les avais démythifiés, comme c'est le cas aujourd'hui, je parle des avocats américains anglo-saxons, je vous garantir, j'aurais racheté Paris, parce que j'étais complètement à côté de la plaque. En France, on n'a pas cette obligation. Bon, alors moi, je vais vous dire ce que je pense vraiment. D'abord, la vérité, souvent, vous la sentez. Vous faites une idée de la vérité. Ça n'est pas vrai. Il n'y a pas un être humain au monde qui, avocat, dentiste ou voiturier, qui a quelqu'un en face de lui qui lui raconte quelque chose, avec qui il échange, et qui n'a pas de sentiment sur ce qui se dit. Évidemment qu'un avocat, il connaît le dossier, il sent... Moi, je n'exige pas la vérité. Jamais, quasiment jamais. Sauf dans des cas où j'estime que le client ne peut pas me mentir. Parce que s'il me ment, ce n'est pas par rapport à moi, il se dessert considérablement. Pourquoi? Parce que, je vais vous prendre, on dit toujours, les innocents sont ceux qui se défendent le plus mal. Oui, c'est vrai, c'est souvent les innocents qui se défendent le plus mal. Parce que par définition, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Le coupable, lui, il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qui s'est passé. L'innocent, mais, en revanche, et j'ai un cas, je l'ai raconté, je le raconte parce qu'il est marrant, mais j'en ai 50 des anecdotes comme ça. Pourquoi il y a des cas où il faut connaître la vérité? Parce qu'il y a des affaires dont la clé va dépendre d'un certain nombre d'investigations. Et par exemple, d'un certain nombre d'investigations que vous allez demander au juge. Or, un avocat, il peut, c'est comme le médecin, il ne doit pas nuire, au moins ne pas nuire. Un avocat, il n'est pas là pour marquer des buts contre son camp. Vous n'arriviez pas à faire un hat-trick à tous les matchs, je veux bien. Mais vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Ça me rend personnellement hystérique quand je le fais. Ça m'est arrivé, mais rarement. Vous n'avez pas le droit d'avoir des démarches qui sont des démarches qui nuisent à votre défense. Si vous demandez une investigation et qu'elle se retourne contre vous, c'est mortel. Donc, l'avantage de la vérité, et notamment quand vous la connaissez, c'est qu'au moins elle vous prémunit de ce risque. Et sur l'innocence ou la culpabilité, moi je ne cherche pas à le savoir, parce que je pense, ça a été un long cheminement pour moi. Je pense que, après avoir cru le contraire, que l'avocat est le dernier juge de son client. Un avocat ne doit pas juger les gens qu'il défend. S'il les juge, ou s'il veut les juger, il faut qu'il fasse un autre métier. Il faut qu'il soit juge, ou enquêteur, ou procureur. Il ne faut pas qu'il soit avocat. Mais, là où ça peut être important, c'est que si je vous défends, et que je sais que vous êtes innocente, il y a au moins une chose dont je suis sûr, c'est que la vérité ne peut pas me nuire, ne peut pas vous nuire, puisque vous êtes innocent. Si vous êtes dans le doute, si on creuse au maximum, qu'est-ce qui va en ressortir? Exemple, parce que tout ça paraît abstrait, exemple concret. J'ai eu une affaire, je me marre parce que je revois le mec et tout. J'ai eu une affaire lamentable. J'ai eu une affaire un règlement de compte entre trafiquants de stupes. Et ça se passe dans une voiture, avec usage d'une arme, la victime n'est pas morte. Et le mec avait un avocat, et puis il change d'avocat, il fait appel à moi, et en gros, c'est l'affaire Dreyfus. Le mec est totalement innocent, il y a tout contre lui, mais tout, y compris le faux alibi de sa femme qui s'est
qui a été percée, sa femme venant me dire, bah oui, je dis, madame, je suis son avocat, quand on découvre que l'alibi qu'elle a donné est un faux, je dis, madame, je vous l'imbécile, quand même c'est un peu gênant. Il me dit, oui, mais c'est parce que vous savez, comme mon mari, tout innocent, je t'ai fait, bon, bref. Tout, bon, le mec, il est complètement accablé, il n'y a rien. Et puis arrive une expertise ADN. Et le mec, il disait qu'il n'était jamais allé dans sa voiture. Et dans la bagnole, il y a son ADN partout. Et donc, le lundi matin, il y avait un interrogatoire, on a eu notifié l'expertise ADN. Je vais le voir le samedi, il était à la prison de Nanterre. Je vais le voir le samedi à la prison de Nanterre. Et je lui dis, voilà, monsieur, il y a vous savez, les expertises ADN sont rentrées, c'est pas terrible. Il me dit, oui, maître, je sais, oui. Je dis, vous savez, moi, franchement, si vous m'avez menti, je vous en voudrais, mais alors, pas du tout, je vous comprends très bien, c'est aucun important. Si vous êtes coupable, vous pouvez me le dire. Le mec, il monte sur ses grands chevaux, il me dit, enfin, comment, maître? Jamais je vous aurais menti, évidemment, je suis innocent. Je dis, vous êtes sûr? Parce que quand même, là, ça commence à faire... Il dit, maître, mais vous doutez de moi? Je lui dis, ben non, je ne sais pas, mais vous n'avez pas de chance. C'est-à-dire, si vous êtes innocent, ça fait commencer à beaucoup. Je dis, alors, monsieur, attendez. Alors maintenant, je vais être très sérieux. Il faut que vous me le disiez. Si vous êtes coupable, on oublie. Je ne vous en veux pas. Mais puisque vous n'êtes pas coupable, il faut me le promettre. Vous êtes innocent. Regarde. Oui, maître, je suis innocent. Je dis, ben écoutez, alors c'est formidable. Parce que donc, comme vous êtes innocent, voilà ce qu'on va faire. On va demander une contre-expertise pour l'ADN, parce que forcément, c'est une erreur. Je dis, oui, maître. On va demander l'audition. On va demander telle audition, tel truc, tel autre. Forcément. Je dis, mais... il était, je me rappelle plus, il était, mais fasciné. Je lui dis, vous savez... Et je lui dis, mais je me moquais un peu de lui, ce qui n'est jamais sympathique dans cette situation. Mais vous savez, on ira au bout. On fera tout, on demandera tout. C'est tellement aberrant, ils me disent qu'il était innocent. On fera tout. Et là, je le reverrai toute ma vie. Je pars du parloir, etc. Il avait envie de m'embrasser sur la bouche. Il me dit, il me dit, mais maître, vraiment, vous êtes formidable. Vous savez, on ira au bout, monsieur. Le lundi matin, j'avais comme collaboratrice, vous l'avez connue, hein, Sophie Obadia. Bien sûr. J'avais comme collaboratrice une avocate, Sophie Obadia, adorable. Et à l'époque, il n'y avait pas de portable. Je sais pas, elle va à l'instruction, elle m'appelle après, elle me dit, mais Hervé, qu'est-ce qui s'est passé avec le mec là? Ben, je lui dis rien, je l'ai vu samedi matin, et puis je dis, mais pourquoi? Il dit, bah, écoutez, parce qu'avant d'aller rentrer dans le cabinet du juge, il a demandé à me voir, il voulait me dire quelque chose, il m'a dit qu'il allait reconnaître qu'il était coupable. C'est comme ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai jamais dit à quelqu'un, monsieur, je vous crois pas, jamais. Jamais. Je dis, ok, très bien. Par contre, c'est une forme de pression intellectuelle que vous mettez sur les gens qui vous racontent absolument n'importe quoi. Vous n'avez pas, parce que là, je vous dis ça, je me suis moqué un peu de lui, mais enfin, intérieurement, moi, je savais que je n'en pensais pas un mot, mais lui, il ne pouvait pas le percevoir. Vous ne pouvez pas avoir cette forme. Je trouve dans le rapport qu'on a avec quelqu'un, vous ne pouvez pas lui dire. Pas lui dire. Par contre, il y a des moments de vérité où vous dire, attendez, moi, je veux bien, mais là, il faut me dire la vérité, monsieur. Hein, parce que moi, par exemple, j'ai vu, quand j'y pense, j'ai vu très jeune, c'est pour ça que c'est merveilleux, j'ai vu très jeune le faux alibi du vrai innocent, ça existe. Oui, je l'ai vu, ça, un mec qui a été acquitté, je l'ai vu. Et des parents qui avaient construit un faux alibi, mais le mec était bien sûr leur fils. Mais moi, je serais prêt à faire un faux alibi pour mon fils. Évidemment, a fortiori s'il est innocent. Mais même, ça, je ne sais pas dire. Mais bon, peu importe. Mais j'ai vu des gens qui vous préféraient être condamnés plutôt que d'avouer qu'ils avaient trompé leur femme. Qui préfèrent ne pas révéler des trucs. Mais oui, mais c'est des choix profondément humains. Un procès, c'est ce que des avocats, parfois, moi-même, pendant longtemps, on a tendance à oublier. C'est qu'une parenthèse dans la vie. Il y a des procès qu'il vaut mieux perdre la tête haute que de les gagner vraiment la queue basse. Mais bien sûr, sa dignité... Bah, vous voyez, non, moi, je comprends parfaitement. C'est une des choses qu'on m'avait appris qui m'est restée le plus longtemps. Vous m'avez confié la défense de quelqu'un du cabinet. Vous voulez voir un peu de Non. Quelqu'un de la défense de quelqu'un de votre cabinet accusé de viol. Voilà. Oui, vous dites non, j'ai raison. Oui. De viol. Souvent. Et de viol. Et il niait les fesses, monsieur. Bon, je vais le voir en prison pour le cabinet une première fois, et mordicus, il dit c'est pas. Arrive l'expertise ADN qui dit que c'est lui. Hein, voilà, je la fais courte.
Et donc je retourne le voir pour porter à sa connaissance cet élément à charge qui tout de même faisait une grande différence pour l'économie du dossier. Et le type continue à annuler. Et là je me revois quitter la maison d'arrêt de Fresnes, là, cet horrible endroit. Et je me disais, mais ce type est fou, ce type est fou. J'arrive au cabinet et je dis à Hervé Tomine, là on a un vrai problème quoi. Parce qu'il va se faire pulvériser ce client. Parce que maintenant il y a l'ADN, il continue à dire que c'est pas lui. Et là vous m'avez dit, mais Martine, je sais ce qui se passe et je vais vous l'expliquer. Il y a la vie et il y a la vie judiciaire. Déjà? Oui, oui, vous disiez ça. Non, T'es mûr, hein? C'est bien. j'avais oublié. Vous m'avez dit, il y a la vie et il y a la vie judiciaire. Lui, sa vie judiciaire n'est qu'une partie de sa vie. Il sait, bien sûr, qu'il va prendre 4 ans, 5 ans, enfin, le pronostic s'aggravait à nier. Mais il le fait, parce que quand il sort, il peut rester digne, à tort ou à raison, hein, je ne juge pas, moi, devant son épouse, ses filles, sa mère. C'est ça, non? Ah oui, mais moi, parce que je considère aussi un truc, évidemment, qui n'est pas très dissible aujourd'hui, parce qu'il y a une culture de l'aveu, voire de la confession, bon, bref. Mais vous savez, souvent, il est beaucoup plus digne de nier, même l'évidence, que de la reconnaître. Ça paraît, je vous assure, hein. Alors, par ailleurs, dans ce genre de truc, il y a... parfois, les magistrats nous apprennent beaucoup. Très rarement, mais très rarement, c'est vrai. Et moi, j'ai eu un truc dans le genre implaidable. J'ai eu une histoire absolument géniale qui a fait, mais c'était très très, vous n'étiez même pas là, qui a fait, mais vraiment les délices de la buvette du Palais pendant des mois et des mois et des mois. J'avais un mec qui était accusé d'avoir fait un braquage dans un magasin de fourrure. Le type, il avait déjà... pas une preuve, il avait un casier judiciaire long comme un jour sans pain. Et pareil, c'est la Libye qui me fait penser. On retrouve... alors, il a braqué un magasin de fourrure, il y avait vidéosurveillance, donc qui était filmé, c'était lui. Donc son sosie. Chez sa femme, chez lui et sa femme, on retrouve les 3/4 du butin. Il était accusé par son complice, et sa femme avait fait un faux alibi. Je vous jure, c'est ça. Et le mec, c'est ça qui a fait c'est ça qui a fait les délices du Palais. Je lui disais, il était super sympa, et je lui disais, écoutez, vous savez, monsieur, franchement, c'est terrible, vous n'avez pas de chance, hein, parce que franchement, pour un innocent, vous vous rendez compte. Mais c'est vrai, c'est vraiment... que votre sosie ait fait un braquage et qu'en plus il ait amené les manteaux de fourrure chez votre femme, votre copain, parce qu'il vous en veut, vous accuse, et que votre femme, en voulant vous servir un faux alibi, mais vraiment, vous êtes poissard, vous êtes noir. Vous vous rendez compte, maître? Je lui dis, mais... Et je lui dis, pareil, je dis, bon, maintenant, attendez, je ne crois pas, hein. Personnellement, ça m'étonnerait beaucoup. Mais peut-être que vous êtes coupable, et que vous n'avez pas osé le dire, ni même me le dire. Et là, pareil, il me dit, enfin, maître, non. Et alors le mec était génial, parce que il me dit, mais non. J'ai fait, monsieur, vous m'avez menti, c'est pas grave. Et il me disait, mais maître, ma franchise c'est ma folie, ma franchise c'est ma folie. Donc, ma franchise c'est ma folie. Donc c'était devenu le slogan, ma franchise c'est ma folie. Et alors je vais plaider cette affaire à la cour d'assises. Ah, alors là, honnêtement, elle était implaidable. En plus, il fallait voir la gueule du mec, raconter dès qu'il vous disait bonjour, on a l'impression qu'il vous mentait. La femme est en train de raconter son faux alibi, le complice, la vidéo qu'on allait passer, les manteaux de fourrure chez lui. Bon, c'était mortel. Et là, je me rappelle, est-ce que vous avez connu, c'était un mec extraordinaire, très très répressif pourtant, il s'appelait Versini, vous n'avez pas connu ce problème, qui avait une fille avocate très sympathique. Et alors, à la cour d'assises, il y a une tradition qui fait qu'avant le début de l'affaire, on va saluer le président, puis aussi après le délibéré. Moi, personnellement, quand le verdict est très mauvais, j'y vais jamais. Mais bon, peu importe. Mais la tradition veut qu'on y aille. Et je vais voir le président. Le président, c'était un mec brillantissime, mais c'était d'une époque totalement révolue, où les jurés, ils en faisaient de la chair à saucisse, les jurés n'existaient pas, et le mec était un mec brillantissime et très élitiste, etc. Bon, très cultivé, bon. Et je vais le voir, il m'aimait beaucoup, parce que j'étais très jeune. Et là, c'était la première affaire de la session. Et il me dit, maître, il me dit, mais je lui dis, bah, vous savez, moi je joue un peu le jeune mec.
Je dis, vous savez, j'ai eu une affaire c'est un peu compliqué. Du maître. Le faites surtout pas reconnaître. Je lui dis, ah bon, non, monsieur, je sais pas. 6-8, ça vous va? C'est horrible. Ça vous va? Je vous assure, peut-être pas 30 secondes. 6-8, ça vous va? Je lui dis, bah oui, enfin, je peux pas être plus précis, je ne connais pas les jurés. Le mec, les jurés, ça n'existait pas. Et je lui dis, mais... Et il m'a même pas laissé parler. Maître, ne le faites surtout pas reconnaître. S'il est condamné, ça se passe pas, il vous en voudra. Laissez-le. Non. Mais non, vous savez, ça a été une sacrée leçon. Le type, c'est même pas qu'il mentait. C'est qu'il n'y a pas une personne sur 1 milliard qui aurait pu le croire. Mais en même temps, qu'est-ce que j'aurais gagné? Vous voyez, ça peut pas que. Mais bon, bref, je ne sais pas pourquoi on en est là. Monsieur Ishiaka. Bonsoir. Plus fort, plus fort. Tu peux faire mieux. Ouais. La première question, c'est de savoir quels sont les critères qui puissent définir un bon avocat pénal. La deuxième question, c'est de connaître votre avis sur la situation des jurys de la cour d'assises. Ah. Alors, je vais commencer par la deuxième question qui est la plus simple pour moi. La suppression, vous voulez dire le tribunal criminel départemental. Ben moi, j'y étais très défavorable, il paraît, il faut être honnête, hein, il paraît que les retours d'expérience, comme on dit, en tout cas les premiers retours ne sont pas catastrophiques, mais moi j'y suis premièrement défavorable dans le principe, parce que en réalité ça n'apporte strictement rien. Le fondement de la création de ces tribunaux criminels départementaux, c'est le fait d'essayer d'éviter des délais d'audiencement trop longs. Or, il y a toujours une ordonnance de mise en accusation qui est toujours susceptible d'appel, y compris, et c'est tant mieux, dans ces situations. Ce qui fait que si les délais d'audiencement sont plus rapides, c'est uniquement pour des raisons d'organisation. Il aurait suffi simplement d'augmenter de manière d'ailleurs très peu significative le nombre des sessions de cour d'assises pour arriver au même délai d'audiencement. Et donc, tant en matière de coûts, parce que ça on l'a calculé, qu'en matière de délai, la réforme, on pouvait s'en dispenser. Et la deuxième raison qui est beaucoup plus importante, c'est qu'en réalité, cette réforme, elle annonce un peu, c'est pour ça que je précisais votre question, on peut craindre qu'elle annonce un peu un mouvement vers la suppression du jury populaire. Or, moi je pense qu'il faut conserver le jury populaire à ces 2 degrés de juridiction. Je tiens d'ailleurs à vous dire, parce que vous êtes jeune, grâce au ciel, que quand on a créé l'appel des décisions des cours d'assises, le premier projet de réforme, c'est des cours d'assises sans juré au premier degré de juridiction. Et à l'époque, on s'est vraiment battu comme des lions, les avocats et les avocats pénalistes en particulier, et on a gagné. Donc moi, j'y suis très défavorable. J'ai eu une discussion, pour ne rien vous cacher, avec Éric Dupond-Moretti, avec lequel je m'entends très bien. Je le vois peu maintenant, depuis qu'il est ministre, je m'entends très bien. Parce que c'est assez amusant que lui, qui était quand même l'avocat d'assises le plus emblématique... Non, mais ironique. Ironique, absolument. Bon, il me dit que effectivement, les retours d'expérience qu'il a sont pas si mauvais que ça, mais bon. Moi, j'y suis très, très opposé. Alors, votre première question, elle est compliquée, parce que quels sont les critères d'un bon avocat pénaliste? Si on le savait, de manière arithmétique ou scientifique... Alors moi, je vais vous dire quand même, je crois que le premier... Il y a un certain nombre de qualités que je ne peux pas mettre dans un ordre de préférence. La première chose, je crois, c'est qu'il faut être solide physiquement. Il faut être solide physiquement. C'est pas la plus importante, mais il faut avoir un bon physique. Il faut avoir un bon mental. C'est du sport, hein, c'est... Bertrand Perret dit l'éloquence c'est un sport de combat, l'arène judiciaire, j'aime pas beaucoup ces qualifications, c'est sportif. Alors après, les qualités les plus fondamentales, parce que ça c'est des qualités qui peuvent surprendre, mais croyez-moi, il faut avoir un physique et un mental adaptés à ce métier.
Il y a des gens remarquablement intelligents qui font de très piètres avocats pénalistes. Et il y a des gens qui ont des qualités parfaitement adaptées à ce métier. Alors, première des choses... Alors, pourquoi je dis qu'il y a des gens parfaitement intelligents? Par exemple, là, je viens d'en engager un, mais... Vous voyez, par exemple, je connais des normaliens avocats. Je ne dis pas que tous les normaliens sont forcément géniaux. Je suis prêt à payer cher pour qu'ils ne me défendent pas. Bon, voilà. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de lien d'équivalence, si vous voulez, ni même d'implication entre le niveau intellectuel et, ou le niveau culturel et la qualité d'un avocat. Alors, ceci mis à part, c'est donc pour vous dire que je parle là de qualité adaptée au métier. Sinon, je ferais une forme d'élitisme qui serait totalement insupportable et qui ne correspond pas à ce que je pense. Je pense que, premièrement, il faut avoir une grande sensibilité. Une grande sensibilité. Parce que j'ai écrit dans mon bouquin, mais c'est Jean-Louis Borloo qui me l'avait dit, le meilleur avocat du monde serait celui qui serait un cambrioleur de cerveau. Il faut être capable d'abord de comprendre ce qu'il y a dans le cerveau de votre adversaire, de la victime ou de la partie civile, du procureur, de votre client, c'est fondamental, mais aussi de ceux à qui vous vous adressez. Il faudrait être capable de leur manger le cerveau à ceux-là, pour essayer de prendre le pas sur eux. Donc il faut être très sensible. Il faut avoir un minimum, voire un peu plus de psychologie. C'est très important. Et de psychologie, non seulement des situations par rapport aux faits que vous avez à défendre, mais de situations par rapport à l'audience. On dit de certains avocats qu'ils ont le sens de l'audience. C'est quoi? C'est simplement sentir ce qui se passe. Et particulièrement sentir ce qui se passe face à des gens qui ne le sont pas toujours, mais qui doivent essayer de rester impassibles, puisqu'ils ont ce devoir d'impartialité qu'ils ne remplissent pas nécessairement, mais enfin, la plupart des juges, quand même, ou des jurés, ils ne manifestent pas. Troisièmement, je pense, alors c'est ma façon de voir, hein, on peut appréhender le métier différemment, qu'il faut avoir une bonne capacité de raisonnement. Parce que l'éloquence, le talent, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est important, mais le contenu de ce qu'on soutient, il est essentiel et décisif. Vous pouvez chanter une chanson merveilleusement bien, si elle ne dit rien, vous ne gagnerez pas. Hein, j'avais aussi appris ça, parce que moi j'ai appris mon métier en allant écouter les autres. Et j'ai eu la chance d'écouter les meilleurs, très très jeunes, etc. Vous avez deux types d'avocats, grands avocats. Vous avez le type, à l'époque avec des hommes, quand il a fini de plaider, vous avez envie d'applaudir, vous dites, quelle bête de scène. Et puis vous avez l'avocat ou l'avocate, quand il a fini de plaider, vous vous dites, ah putain, il a raison. Et le grand avocat, le bon avocat, c'est pas celui que vous applaudissez à tout rompre, on n'est pas au spectacle, c'est celui qui vous convainc et qui a raison. Donc si vous voulez, et pour avoir raison, il faut quand même être capable d'avoir une grande capacité de raisonnement et une grande capacité d'explication simple. Ça, je dois dire que ça ne fait pas partie de mes grandes qualités. Mais il faut être capable d'expliquer simplement les choses. Voilà. Et puis, après, il faut avoir... vous avez, je mets ça avec beaucoup d'humilité. Hein. Vous avez vu Nadal, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'un... Voilà, il y a des gens voilà, il faut vibrer. Il faut vibrer. Il faut que ce soit plus important que tout pour vous. Il faut que vous souffriez le martyre si vous perdez, mais que vous jouissiez plus que n'importe qui de la victoire. Voilà, il faut avoir envie. Hein. Moi, tous les gens que j'ai vus, qui m'ont impressionné, sont des gens qui ne se pardonnent pas l'échec, et voilà, et qui en ont voulu, et qui en ont voulu, et qui en veulent. Il y a pour moi, alors là, voilà, maintenant, en gros, c'est comme ça que je vois les choses. Après, on peut raffiner, mais c'est ça. Et dans tout ça, il ne faut pas oublier le travail, hein, parce que, voilà un peu, de manière un peu désordonnée, ce que je pourrais vous répondre à ça. Vas-y, la directrice. Une dernière question. Dernière. Oui, moi j'ai. Virginie. Il y a 4 questions. Allez, on va les prendre. On prend tout, alors on s'arrête. On prend tout, on s'arrête à 4. On s'arrête à 4. Alors, dans quel ordre, je ne sais pas. Virginie, vas-y. Alors, bonsoir maître. Bonsoir. Alors, moi, la question elle est très simple. On est là pour les pénalistes, on est là l'avocat pénaliste. C'est prenant, c'est beaucoup d'implications.
Et la question qui se pose surtout pour les femmes sans sexisme aucun, c'est comment ça se passe, comment être un bon pénaliste tout en alliant sa vie de famille. Alors, bon. Moi, je me l'étais dans le chat. Ah mais non, vous mettez pas tous les pieds dans le plat. Non, mais c'est une question tout à fait naturelle. Je suis un très mauvais interlocuteur parce que j'ai complètement foiré ma vie de famille. Mais non, alors pour les femmes, je vais vous dire, j'ai comme associé une avocate qui a fait un bouquin. Je sais plus comment il s'appelle. L'avocate est une femme. L'avocate est une femme. Ouais. Bon, donc on se chambre souvent là-dessus. Bon, déjà, toutes les femmes des générations, la génération de Martine, la génération qui vous a suivi, parlons pas de la mienne, là, les femmes étaient extrêmement pénalisées. Très, très pénalisées, extraordinairement pénalisées par un tas de choses. D'abord par l'état de sexisme dans la société, qui était encore beaucoup plus grand, l'état de sexisme dans notre métier, l'état de sexisme de la clientèle, et puis dans la vie familiale, le moins qu'on puisse dire, moi j'en suis un très mauvais exemple, c'est qu'effectivement le partage des tâches, on ne peut pas dire qu'il était tout à fait égal, et c'est vrai notamment quand... donc c'était une période très très difficile. Et d'ailleurs, si vous ajoutez à ça aussi quelque chose qui passe parfois comme misogyne, moi franchement, c'est difficile de... Moi, je suis absolument pas. Mais vraiment, au contraire, j'ai été élevé par des femmes. Pas du tout. Je supporte pas, au contraire, ce type de... Mais c'est vrai aussi qu'il y avait à l'époque, je pense que Martine, vous l'avez encore connu, il y avait une époque où, si vous voulez, la mode et le style qui plaisait, c'était des avocats, c'était des décibels à plus savoir qu'en faire. Vous voyez, voilà, où le talent d'avocat était associé à une espèce de débauche physique, vous voyez, sonore, etc. Bon, dans des salles à l'acoustique catastrophique, la plupart du temps, et sans micro. Ça n'aidait pas, hein, croyez-moi, ça n'aidait pas non plus. Parlons pas de la misogynie de la clientèle, etc., et de celle des avocats, c'est certain. Alors, aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire quel est l'état des relations entre... l'état de la situation des femmes par rapport à leur vie de famille comparé à celle des hommes. Mais ce que je peux vous dire, moi, j'ai eu raison trop tôt, mais vraiment beaucoup trop tôt, donc je me suis trompé. Moi, ça fait longtemps que je pressens qu'il va y avoir une espèce la révolution, c'est peut-être un peu fort, en tout cas d'évolution extrêmement grande chez les avocats et particulièrement au pénal. Aujourd'hui, je peux faire qu'un constat. Dans les affaires dites financières, c'est-à-dire là où il y a les plus gros enjeux financiers... Et honoraires, disons-le. Et oui, c'est ça. Et en termes d'honoraires, il y a encore une inégalité assez grande, voire très grande, mais qui se résorbe vite, avec des modèles qui commencent à apparaître. Par ailleurs, alors je vais vous dire ce que je pense. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le succès du livre de Julia, je me moque d'elle, je l'adore, c'est une véritable arnaque, elle est géniale, cette fille. Elle a réussi à faire parler des avocates, elle n'a pas, hein, c'est son moment. Et là, elle va publier un roman que j'ai lu qui est d'ailleurs formidable. Aujourd'hui, vous ne pouvez même pas savoir comme les choses ont évolué à une vitesse très grande. C'est-à-dire que je crois que vraiment... on n'est pas loin d'une situation où il va y avoir une primauté, en tout cas donnée par la clientèle au fait d'avoir un avocat ou une avocate femme. C'est clair, ça je peux vous garantir. Alors déjà, peut-être que c'est du sexisme à l'envers, j'en sais rien. Il n'y a pas une affaire sexuelle où on ne va pas prendre de femme, ça n'existe plus. Non mais, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais c'est une réalité. Et par ailleurs, si vous voulez, alors je vais vous dire, moi par exemple, j'ai bien conscience que, et pourtant, croyez-moi, j'ai tort sans doute, mais je me sens pas du tout à côté de la plaque, je me sens pas du tout ailleurs que dans l'époque, il n'y a rien dans l'époque qui m'a surpris, j'avais anticipé sur absolument tout, que ce soit les mouvements du style MeToo à l'évolution de la répression en matière fiscale et financière, la transparence, etc. Moi, il n'y a rien du tout qui m'a surpris. Quand vous êtes un homme de mon âge, avec ma situation, votre crédibilité... elle est moins grande. Il faut vraiment
l'acquérir. Et aujourd'hui, en tout cas, moi j'ai énormément de femmes à mon cabinet, je suis convaincu que c'est un... Dans notre métier, dans le pénal, hein, ça s'est retourné complètement. Vraiment. Mais c'est même spectaculaire. C'est même spectaculaire, parce que je vais vous dire... Alors moi, ce qui m'amuse, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme d'apparente sororité entre les avocates. On va se marrer bientôt. On va rigoler, parce que les rivalités vont être grandes, mais... Non, mais je vous assure, c'est absolument spectaculaire. Et c'est bien. Et c'est bien. Parce que si vous voulez, c'est très difficile de genrer les qualités, c'est très, très compliqué, mais c'est un métier dans lequel les femmes ont quasiment pas existé de manière significative mais jusqu'à il y a très peu de temps, et où elles excellent. Mais vraiment, vraiment, parce que si d'ailleurs vous prenez les... je veux pas du tout... c'est vrai que moi, je m'entends mieux de manière générale avec les femmes qu'avec les... Enfin, j'ai plus... Peut-être ma part féminine, j'en sais rien, on a tous une part féminine. Mais si vous voulez... moi, par exemple, j'ai plutôt plus confiance, a priori, dans la psychologie, dans la sensibilité d'avocats de femmes, souvent que d'avocats... Donc, c'était la normalité, c'était avant. Aujourd'hui, vraiment, faut pas avoir peur de ça. Je dirais même au contraire. Là, on entame un mouvement de balancier. C'est plutôt les hommes qui, aujourd'hui, ont des problèmes. C'est les hommes qui ont des problèmes. Et notamment dans les catégories les plus jeunes. C'est parce que, je vais vous dire la vérité, nous, dans notre métier, on sait qui est qui. Donc, moi, j'ai vécu 25 ans, 30 ans de métier sans quasiment chronique judiciaire réelle. Donc là, les avocats, ils n'existaient pas, bon, à part quelques exceptions très médiatiques, mais qui n'étaient pas connus forcément pour leur qualité aux audiences, etc. Et puis alors depuis la mode des avocats qui a 10-15 ans, n'importe quel abruti est un ténor. Bon, mais je peux vous dire que chez les femmes, c'est marrant aussi. Hein. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de survalorisation des avocats de femmes, mais dont il faut profiter. Vous êtes sur une espèce de mouvement, de balancier, dont la crête n'est pas du tout atteinte. Hein. Bon, on va aller, parce que ça va aller beaucoup plus loin que ça, heureusement. Bon, qui est un peu caricatural. Mais non, ça je veux dire, alors là, l'avenir, les 10, 15, 20 prochaines années du barreau, c'est pour les femmes. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de doute. En tout cas, dans le pénal, il n'y a absolument aucun doute. Aucun doute. Ça, je le disais avant, hein. J'ai eu 20 ans mais là, c'est sûr. Je le regrette. Non, je plaisante. Non, c'est pas vrai. Mais... Alors, je crois qu'il y avait encore 3 questions. Ouais. Peut-être Pardon ? Quel a été pour vous le plus grand dossier de votre cabinet ? Le gros dossier. Et le dossier dans lequel vous avez le plus fait ? Le plus gros ? Oui, dans tous les sens du terme. Le dossier le plus important en termes de volume, de durée, d'enjeux, y compris financiers et pénal, c'est peut-être l'affaire du Mediator. Parce que là, c'est un dossier qui a duré très longtemps et qui, dans tous les sens du terme, a été un gros dossier. Le dossier dont je suis le plus fier, c'est malheureusement très vieux. C'est quand j'ai défendu, dans mes toutes jeunes années, un jeune homme qui avait mon âge, et qui avait 24-25 ans, qui était accusé d'avoir tué son père, qui s'accusait de l'avoir tué, qui était accusé par sa mère, mais qui était innocent, il n'y avait aucun doute, et qui s'accusait pour que ses frères et sœurs, il était né d'une fratrie de 13 enfants, ne soient pas privés de leur mère. Et j'ai réussi à le faire acquitter avec une décharge du bâtonnier, et bien qu'il soit accusé. C'est le dossier dont je suis le plus fier. Ce qui est un peu inquiétant d'ailleurs. J'étais il y a 40 ans, c'est vous dire les progrès. Voilà. Troisième. Peut-être une dernière, allez. Il faut épargner un petit peu. Ok. Ouais. Merci maître. Ma question concernant la médiatisation des procès pénals. Est-ce que ça n'engendre pas un certain nombre de conflits entre la liberté de la presse et les libertés fondamentales? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire conflit entre liberté de la presse et les libertés fondamentales? Vous parlez des atteintes à la présomption d'innocence? Oui.
je crois que pour moi, le sujet, si vous voulez, c'est je crois que le caractère public des procès, c'est quelque chose d'essentiel, hein, et que, bon, il y a une surmédiatisation aujourd'hui de la scène judiciaire qui est assez intolérable, surtout avec les chaînes info où parfois on voit de non-événements commentés pendant des heures durant. Mais le vrai sujet pour moi aujourd'hui, si c'est la question que vous me posez, c'est bien l'atteinte à la présomption d'innocence. Je pense que la présomption d'innocence aujourd'hui, elle n'existe de fait quasiment plus. C'est un principe qui est toujours très ancré, hein, qui a une existence juridique non négligeable. Hein, il faut pas, mais qui dans les faits est bafoué de jour en jour, et évidemment d'abord par les médias. Mais le rôle des médias, il est quand même très utile au bon fonctionnement de la justice. Parce que vous savez, les pires horreurs, elles se font généralement dans des salles vides et à l'abri des regards. Donc le regard public, le regard du public, le regard médiatique n'est pas que négatif. Or maintenant, comme j'ai compris qu'il faut en finir, mais c'est un sujet très... Moi, j'ai failli faire un bouquin sur la défense médiatique, donc j'ai beaucoup travaillé dessus et beaucoup... C'est un sujet très compliqué, mais je pense que non, il n'y a pas d'atteinte aux libertés fondamentales, mais le vrai sujet, c'est la disparition progressive de la présomption d'innocence. Hervé, merci infiniment de votre présence, vraiment. C'est moi. Ce fut une masterclass passionnante. Comme vous avez pu le remarquer, certains ont votre livre qu'ils souhaitent peut-être avoir une petite signature. Bien sûr. Pour ceux qui le souhaitent, on a également une libraire qui est à l'entrée avec le livre d'Hervé Temim, Secret Défense. Donc si vous souhaitez... vous asseoir confortablement. Non, mais Vous voulez enlever le micro peut-être. Ah oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Non, mais je m'étais assis parce que c'était plus convivial.